Alors, on commence la présentation. Bienvenue et bon après-midi à tous. Mon nom est Bernard Cormier, associé chez BDO. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour passer en revue quelques questions d'ordre pratique à propos des caractéristiques de la plateforme et de l'ensemble du webinaire. Vous connaissez probablement déjà les fonctionnalités qui permettent d'ajuster l'aperçu de la présentation et de l'aspect audio. J'aimerais attirer votre attention sur la boîte de dialogue Q&A en haut à droite de votre écran, dans laquelle vous pouvez poser des questions au présentateur en tout temps au cours du webinaire. Notez que vous devez sélectionner All Panelists lorsque vous posez vos questions. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire, nous effectuerons un suivi en vous envoyant les réponses par courriel. Veuillez prendre note que cette séance est enregistrée et qu'elle sera accessible sur demande quelques heures après la séance en direct qui vous sera envoyée. Vous trouverez également une copie des diapositives de la présentation. Donc, au programme aujourd'hui, on débute avec une introduction, une auto-évaluation ainsi qu'un survol du contenu de la présentation. Deuxièmement, on va traiter de la gestion des risques d'entreprise. Troisièmement, la gestion des liquidités. Quatrièmement, la gestion des parties prenantes et on va également faire une mise à jour des marchés financiers actuels. Et on va terminer par la section des questions. Vos conférenciers aujourd'hui, il y a moi-même, Bernard Cormier, directeur général, service conseil transactionnel. Ron Gagnon, associé avocat professionnel agréé en insolvabilité. Hugo Daou, vice-président et directeur exécutif, service de redressement d'entreprise. Et Emmanuel Ross, directeur principal, service conseil transactionnel. Nous faisons face à des conditions sans précédent qui ont touché toutes les facettes de notre économie et qui mettent à rude épreuve les fondements de notre structure sociale. Cette présentation mettra l'accent sur les façons dont nous pouvons, à titre de gestionnaire et de propriétaire d'entreprise, diriger efficacement notre organisation et ses parties prenantes pendant cette crise et celle qui pourrait suivre. En cette période relativement imprévisible où la demande et les chaînes de valeur évoluent, la gestion des budgets et des flux de trésorerie devient encore plus essentielle. Dans ce contexte, de plus en plus d'entrepreneurs et de dirigeants sollicitent notre équipe d'experts financiers pour concevoir des outils concrets de gestion financière afin de mieux faire face à cet environnement dynamique. Le cadre que nous utilisons se découpe en trois grandes phases. La phase d'évaluation, la phase de planification et la phase de mise en œuvre. Les gestionnaires et propriétaires d'entreprises doivent adopter une attitude proactive plutôt que réactive. Effectivement, les temps sont incertains, mais vous devez évaluer les variables que vous connaissez et prévoir en conséquence. Vous devez être dynamique et vous adapter à mesure que les variables évoluent. Au cours de la phase d'évaluation, ciblez les facteurs qui vous préoccupent et élaborez un plan pour les atténuer. Élaborez des scénarios pessimistes pour votre plan d'affaires afin d'éviter les mauvaises surprises. Au cours de la phase de planification, maximisez votre trésorerie et votre crédit disponible pour gagner du temps et possiblement vous positionner en tant qu'acheteur. Évaluez les options actuelles du marché du crédit et optimisez les conditions des facilités dans les circonstances. Il sera essentiel d'évaluer la position de chaque partie prenante pour déterminer ce qu'ils veulent
par rapport à ce qu'ils ont besoin. Au cours de la phase de mise en œuvre, accompagnez vos parties prenantes tout au long de ce processus pour garder un contrôle. N'oubliez pas qu'une surabondance d'informations peut être néfaste. Pour résumer, déterminez les risques et quantifiez ce qu'ils représentent pour votre organisation. Enrichissez vos connaissances. Les liquidités permettront à votre organisation de gagner du temps, alors qu'un bilan, c'est-à-dire un plan bien élaboré et une gestion efficace de vos parties prenantes permettent de garder un contrôle. Au bout du compte, vous devez vous préparer et répondre adéquatement. Examinons maintenant les principaux volets que mes collègues vous présenteront. La gestion des risques d'entreprise, la gestion des liquidités, la gestion des parties prenantes et l'accès au capital. Je passe donc la parole à mon collègue Emmanuel. Merci Bernard et bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Ross et je suis directeur principal en service conseil transactionnel. Dans les prochaines minutes, je vais développer sur les 3 grandes phases d'évaluation, de planification et de mise en œuvre abordées par Bernard pour conscrire les risques au niveau de l'entreprise. De 1. La phase d'évaluation se doit de re-questionner le modèle d'affaires pré-COVID pour s'assurer de la pérennité de l'entreprise après le retour à la normale. Différents modèles d'analyse nous permettent d'élaborer sur les options possibles, soit les 5 forces de Porter. Est-ce que notre produit, notre service est toujours en demande? Est-ce qu'il y a un substitut ou de nouveaux concurrents qui mettent en péril notre entreprise? Si j'avais un projet d'aide sur le web, la question ne se pose plus. Je dois m'engager dans cette direction. Également, au niveau des paiements, est-ce que je fonctionne par réception de chèques? Obtenir une enveloppe que quelqu'un a manipulée en période de COVID, ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc, investir dans des solutions numériques de paiement, cela va de soi. Pour continuer dans mon analyse de marché, la matrice BCG est vraiment intéressante. Elle segmente notre offre de produits et de services actuels par rapport à nos parts de marché et la croissance de ceux-ci. J'ai un produit vedette avec des parts de marché importantes et une bonne croissance, versus une ligne de produits avec une faible croissance et peu de parts de marché que je pourrais décider de délaisser. Finalement, pour nous aider à établir la bonne stratégie, on doit faire une analyse interne de nos forces, nos faiblesses, et externe avec les opportunités et menaces. Donc, une analyse SWOT classique. Je vous donne un exemple concret. Une compagnie qui a su se repositionner durant le COVID. Spatial. Spatial offre des services de clés en main de gestion de projets, de construction, d'architecture et de design d'intérieur dans le secteur de la construction commerciale et résidentielle. Une majorité de leurs revenus provient de la construction d'espaces de bureaux. Bien qu'il y ait un déconfinement, je crois que notre nouvelle réalité de travail à la maison viendra changer la donne au niveau des espaces de bureaux. D'autant plus que je ne vois pas comment on pourra respecter la distanciation dans un wagon de métro bondé un matin de semaine. Donc, Spatial a effectivement recentré ses activités au niveau résidentiel et avec les gens confinés à la maison qui planifient de passer les vacances dans leur cours, les contrats sont vraiment en croissance. Spatial a également ajouté Expressia à leurs activités, une ligne de service essentielle qui effectue des services d'urgence de décontamination, réparation, nettoyage et entretien. Car un refoulement d'égouts ne prend pas de pause durant le COVID, et je parle en connaissance de cause. De 2, une fois que les grandes lignes du modèle d'affaires ont été dressées,
Il faut planifier. Donc, modéliser ce plan d'affaires et voir les impacts autant au niveau des résultats, du bilan et des flux de trésorerie. On identifie donc les vecteurs de croissance de notre modèle d'affaires et on optimise la structure de coûts. Peut-on améliorer les marges en faisant de l'impartition de certains de nos services, comme les services de la paye ou de la comptabilité? C'est ici que la fonction finance doit se repositionner près de l'exécutif en tant que partenaire stratégique et diminuer les délais de traitement de transactions en passant du focus de contrôle et de la gouvernance vers les initiatives stratégiques. La fonction finance doit donc d'établir une stratégie résiliente de gestion de trésorerie en améliorant la visibilité et le contrôle des flux avec un prévisionnel hebdomadaire et en gérant proactivement les besoins de fonds de roulement. Donc, concrètement, il s'agit de faire des scénarios et d'ajouter une variance sur nos vecteurs de croissance pour avoir un portrait pré-COVID, post-COVID, voire même jusqu'à un scénario avec des ventes à zéro. Cette modélisation doit être communiquée rapidement avec les prêteurs actuels et possiblement futurs. Ensuite, les besoins de fonds de roulement doivent faire l'objet d'un suivi serré. De 1, optimiser les comptes clients en diminuant les délais de facturation jusqu'à envisager l'option d'introduire la facturage. De 2, suivre de près les inventaires, soit notre rotation de stock, l'obsolescence. Est-ce que j'ai des stocks improductifs? C'est donc de l'argent qui dort sur mes tablettes. De 3, tout en respectant les termes avec mes fournisseurs, voir si je peux rallonger mes délais de paiement. Finalement, optimiser mes flux de trésorerie en communiquant périodiquement avec mes prêteurs afin de m'assurer de bénéficier des différents programmes gouvernementaux parce que ceux-ci sont effectivement la porte d'entrée. Le dernier segment est finalement la mise en œuvre de notre stratégie et des projections financières. Est-ce que les initiatives stratégiques provoquent des changements dans mes activités? Donc, faire une formation adéquate de mes employés pour mes nouveaux produits, des services, afin d'assurer une continuité et une bonne transition. Un bel exemple de cette agilité est la panoplie d'entreprises qui ont été proactives pour se positionner dans la confection de vêtements médicaux, que cela soit de masques, des blouses ou des visières. Comme l'ont su faire les 3 frères Robert de Quartz Co., qui manufacturent des manteaux et parkas d'hiver de luxe. Ils ont su se repositionner pour confectionner des masques et blouses de protection pour notre personnel médical. En somme, être ouvert dans notre évaluation stratégique pour être agile dans nos opérations d'après-COVID, pour essentiellement ne pas devenir le Kodak de la photo ou le blockbuster de la location de films. Je passe maintenant la parole à Hugo, qui va nous parler de la gestion de liquidité. Hugo, à toi. Merci Emmanuel. Alors bonjour tout le monde, je me présente Hugo Daou, vice-président et directeur exécutif du groupe de redressement d'entreprise de BDO. Alors, j'aborderai aujourd'hui avec vous le sujet de la gestion des liquidités en temps de crise. Je vous dirais que cette fois-ci, c'est encore plus intéressant parce qu'on a un double problème. C'est une récession doublée d'une pandémie. Alors, même moi, en 25 ans de carrière, j'ai pas vécu ça et c'est quelque chose qui va être intéressant à traiter. Alors, comme le mentionnait Bernard au début de la présentation, l'important, il faut être proactif. Rien faire n'est pas une option. Ensuite, il y a une seule chose que vous devez retenir de ma présentation aujourd'hui, c'est que l'argent est roi. Cash is king, comme le disent les Anglais. Je sais que les entrepreneurs sont souvent motivés par les ventes, le top line, mais des ventes et des recevables, ça ne permet pas de payer vos employés. Ça vous prend de l'argent dans le compte de banque. Alors, pour s'assurer d'en avoir, il est primordial d'avoir une gestion serrée des liquidités d'entreprise. De façon générale, vous devriez avoir un budget annuel en tout temps. Si ce n'est pas le cas, mais je vous dirais que c'est urgent de commencer. Si vous en avez un, c'est important de revoir vos hypothèses et de les mettre à jour en fonction de la situation actuelle. Il y a des paramètres financiers, mais il faut aussi tenir compte des parties prenantes. Est-ce que votre fournisseur le plus important va survivre à la pandémie? Est-ce que ça va être au même prix? Lui avez-vous parlé? Mon collègue Ron Gagnon vous en parlera dans quelques minutes.
Ça prend donc des projections annuelles pour avoir une direction générale, voire la forêt au complet. Toutefois, nous allons nous concentrer sur la gestion de la trésorerie à court terme de cette présentation, car vous devez d'abord passer au travers des prochains mois afin de survivre, et ceux-ci seront cruciaux. Alors, pour une gestion des liquidités à court terme, ça doit être fait à la semaine, car les besoins de liquidité peuvent varier au cours d'un mois. La première semaine est toujours cruciale, le loyer qui passe, s'il y a une paye dans cette période-là en même temps, ça peut générer des problèmes de cash flow. Donc, je m'excuse à l'avance pour l'utilisation du terme de cash flow, mais l'utilisation du terme état prévisionnel des flux de trésorerie allongeant ma présentation de 3 minutes, j'ai dû couper un peu. Alors, on se reprend un cash flow hebdomadaire de 13 semaines. Tout ça pour démontrer les périodes plus serrées qui ne se verraient pas sur un cash flow mensuel. Pourquoi 13 semaines et pas 12? C'est assez simple, c'est que souvent les projections sont faites du 1er au 30 et que la semaine cruciale est souvent la première, donc on ajoute une 13e semaine qui va vous permettre de voir venir et pas vous sentir trop confortable à la fin de la semaine 12. Je vois déjà les contrôleurs ou les comptables des compagnies qui vont faire des grimaces. Ils vont dire, bon, j'ai pas envie de faire deux séries de projections financières. Il ne s'agit pas ici de prendre les prévisions mensuelles et de diviser en 4. Ça serait trop simple, naturellement. Il faut vraiment s'asseoir et avoir des postes importants, client par client, fournisseur par fournisseur. Donc, le modèle doit être dynamique et mis à jour quotidiennement. Par exemple, si un client ne paie pas une semaine donnée, il faut retenir autant de paiements qu'autant à payer. Pour un peu que les postes importants doivent matcher le mensuel, annuel, dont on a parlé précédemment. Donc, ce n'est pas un travail facile de faire deux séries de projections comme celle-là, mais c'est un travail qui est vital pour votre survie. Dans l'analyse de vos projections à court terme, en premier lieu, on doit maximiser les liquidités. Alors, vous devez effectuer une collection agressive des recevables. Là-dessus, je trouve ça important que vous changez votre état d'esprit. Je sais que normalement, on regarde la contribution marginale, le profit sur la vente, sur la commande et tout. Dans un cas, comme on est maintenant, l'important, c'est maintenant de rentrer du cash. Alors, sous des profits, il faut changer votre état d'esprit. Si vous donnez 10 de réduction pour être payé immédiatement, faites-le. Si vous devez envisager la facturage ou le financement sur actif, c'est plus coûteux, mais faites-le. Ça va vous donner probablement un 10 à 15 de plus de revenus versus une banque traditionnelle, donc un retour de 80-90 du montant de la facture au lieu de 75. Et l'argent arrive tout de suite. De l'autre côté, il faut arrêter tous les paiements. On cancelle tous les chèques en circulation, les paiements préautorisés, les versements d'hypothèque. Vous allez recevoir des mises en demeure, abusez-vous. C'est énervant au début, mais ça fait pas mal. Alors, il faut identifier et négocier le paiement des fournisseurs essentiels. Malheureusement, le fournisseur du papier d'imprimante doit passer après votre banquier et après votre fournisseur le plus important. Il faut négocier des congés de paiement, capital moratoire auprès de tous les prêteurs. J'espère que vous avez commencé avec ces programmes gouvernementaux qui sont en place. Il faut repenser le nombre de places d'affaires. Il y a le groupe Aldo qui vient de se placer sur la protection, qui planifie réduire le nombre de ses locaux de 50 %. C'est probablement quelque chose qui va arriver avec la pandémie et le monde magasine de plus en plus en ligne. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut penser. Dans les cas d'insolvabilité, comme Aldo, la loi sur la faillite peut être un outil qui vous permet de canceller des baux. Si ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué. Un bail est un contrat légal, vous devez le respecter. Vous pouvez essayer de négocier dans un premier temps avec vos locataires. Si jamais ils ne sont pas prêts à faire un deal avec vous, appelez-nous, on va voir comment on peut vous aider. Alors, je vous dirais, assurez-vous de contacter BDC, EDC, Investissement Québec pour profiter des programmes en place. Faites la demande pour le prêt sans intérêt de 40 000 du gouvernement. C'est pas tout le monde qui peut être admissible. On a un groupe au bureau qui s'occupe de ça. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à y voir un peu plus clair, vous pouvez nous rappeler. Ensuite de ça, il faut vous trouver de nouvelles façons de ramener des liquidités dans la compagnie. Vous avez été vous avez eu le temps de penser, repenser votre temps d'affaires. Donc maintenant, c'est important de faire la vente d'actifs non essentiels. Vous avez des activités réduites, vous avez peut-être des camions supplémentaires, de l'équipement superflu, vous avez peut-être décidé de vous défaire d'une division de la compagnie. Tout ça, ça peut générer de l'argent supplémentaire, c'est important d'y penser. Aussi, il y a, comme Emmanuel le disait tantôt, il faut bien gérer vos inventaires. J'ai déjà un cas où il y avait une compagnie qui vendait du bois importé, et il y avait plusieurs espèces. Et ils mettaient dans la cour tous les retours de marchandises. Il y avait des nœuds, il y avait toutes sortes de choses. Et le représentant, naturellement, se présentait peut-être aux 3-4 mois. Et il y avait 400 000 de bois qui étaient assis dans la cour, donc il y avait de la difficulté à payer la paye. Il y avait 400 000 de retours de bois qui attendaient là. Alors, c'est important de tout
faites le tour de votre compagnie et toujours un nouveau regard. Le seul regard, c'est comment vous faites pour amener des nouvelles entrées d'argent. Des fois, ça peut être surprenant. Il faut bien sûr repenser sa production. Bauer, meilleur exemple. Quand le COVID est arrivé au mois de mars, ils ont complètement arrêté la saison de hockey. Ils se sont virés sur une scène, ont commencé à produire des visières protectrices. Alors, je lève mon chapeau. J'ai aussi une amie qui vendait du café dans les compagnies, en fait, et elle s'est trouvée du jour au lendemain sans aucun revenu. Mais elle s'est tournée dans 3 semaines, elle avait un site transactionnel pour rejoindre les employés chez eux, en fait, et faire des livraisons de café. Alors, c'est important d'induire, si vous êtes entrepreneur, je me fie sur vous, donc c'est important de trouver de nouvelles façons d'obtenir des revenus. Enfin, l'utilité du cash flow de 13 semaines, ça vous aide à voir s'il y a un mur et à quel moment. À la semaine, vous allez voir peut-être que la semaine du 1er juin, vous n'avez pas prévu que vous allez manquer d'argent et c'est important de le voir maintenant. Vous êtes capable de réagir un peu plus d'avance. Un budget hebdomadaire va aussi vous permettre d'assurer un plan de paiement et de le respecter. Chaque dollar compte, il faut payer intelligemment et non à ceux qui crient plus fort. On comprend que la plupart des entreprises n'ont pas l'habitude. Nous, oui. Alors, on peut vous aider. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez nous appeler. Pour la dernière partie de la présentation, je dois compléter par le besoin de revoir et évaluer la structure de capital actuelle de l'entreprise, y compris la structure de la dette. Alors, les banques vont vous demander de réinvestir dans l'entreprise. Si vous demandez une nouvelle liquidité, préparez-vous. C'est pas vrai que les banques vous mettent de l'argent sans que vous-même mettiez de l'argent dans votre compagnie. Il y a des possibilités de financement alternatifs auxquelles vous ne pensez pas nécessairement de façon naturelle. Le financement sur actif, donc l'asset-based lending, les prêteurs privés ou les anges financiers. Pour avoir le financement de vos équipements, parfois c'est des équipements qui sont longtemps que vous avez, c'est possible de refinancer ça pour aller générer des liquidités. Probablement qu'actuellement, vous ne respectez pas vos conditions de finance avec votre banquier, vos ratios, votre margination. Alors, il est peut-être possible de signer une convention de tolérance afin de ne pas avoir de mauvaises surprises et que votre banquier rappelle ses prêts, juste par manque de communication. Alors, en parlant de communication avec votre banquier, je voudrais maintenant céder la parole à mon collègue Ron Gagnon, qui vous parlera de vos relations avec les parties prenantes. Oui, bonjour tout le monde, merci Hugo. Donc, Ronald Gagnon, associé responsable de la restructuration financière chez BDO au Québec. Alors, merci d'assister à la présentation. Je vais vous parler maintenant un peu moins de chiffres et un peu plus de la réalité de tous les jours et dans la façon d'adresser les différentes parties prenantes dans votre entreprise et qui gravitent autour de celle-ci. Essentiellement, les parties prenantes, ce sont évidemment les prêteurs, les fournisseurs, vos clients et aussi vos employés. Il ne faut pas les négliger. Ce qui est important, c'est d'adresser le message adapté à chacune de ces parties prenantes. Sachez à qui vous vous adressez lorsque vous livrez votre message. C'est essentiel, on ne traitera pas un banquier de la même façon qu'on va parler à nos fournisseurs et à nos clients. Et également, ce qui est extrêmement important, c'est d'être prêt à répondre lorsqu'on va vous poser des questions sur ce qui se passe dans votre entreprise. Les institutions financières vont vouloir avoir de l'information. Hugo vous parlait du cash flow de 13 semaines. Il est fort probable qu'ils vont vouloir le voir et le suivre. S'ils vous demandent l'envoi de vos listes de comptes à recevoir sur une base mensuelle et que ce n'était pas requis auparavant, faites-le. Avec les prêteurs, la communication est clé. Il faut être transparent. Il n'y a rien de plus insécurisant pour un prêteur que de ne pas savoir ce qui se passe dans une entreprise et de sentir que la communication n'est pas au rendez-vous. Élaborez votre scénario d'affaires. Soyez conservateur. Les intervenants n'aiment pas les mauvaises surprises. Il faut également expliquer aux parties prenantes les changements dans la façon de faire que vous avez apportés durant le COVID et que vous apporterez post-COVID. C'est plus que jamais important de réconforter les gens en ayant des positions claires. Évidemment, un peu comme nos messages de santé publique par les temps qui courent, les ajustements sont constants. Les changements de discours arrivent et on doit s'adapter à toutes ces situations-là. S'il y a un ajustement à faire en cours de route, communiquez-le.
soyez toujours proactifs dans vos conversations et dans vos discussions, autant avec vos employés pour les rassurer de ce qui s'en vient, autant avec vos fournisseurs importants pour qu'ils sentent que vous êtes bien en selle et qu'ils peuvent vous fournir sans craindre des conséquences économiques. Évidemment, vous allez également vouloir rassurer vos clients et adapter votre discours en fonction de l'évolution et de la reprise des activités et du rythme à laquelle ça va s'effectuer. Également, je vous inviterai à envisager dans certaines circonstances l'implication d'un professionnel qui aura un élément de crédibilité supérieur vis-à-vis vos prêteurs et vos intervenants, parce que la direction que le professionnel va donner et le suivi qu'il fera sera évidemment objectif et permettra à toutes les parties d'être rassurées quant à l'exécution et le plan d'affaires que vous êtes en train d'élaborer. Finalement, Hugo en a parlé à quelques reprises, le cash flow doit être suivi, doit être ajusté et c'est essentiellement ce qui va vous permettre de rassurer toutes les parties prenantes. Peut-être qu'on n'aura pas autant de détails, évidemment, pour nos clients. On ne parlera pas à nos fournisseurs de la même façon, ni à nos employés, ni à nos prêteurs. C'est sans doute les prêteurs qui vont vouloir avoir le plus d'informations et c'est normal. Ils sont là pour assurer la continuité de votre entreprise avec la meilleure situation financière possible, mais tout en gérant leurs risques. Parlant justement des prêteurs et la situation des marchés financiers, je vais céder de nouveau à Emmanuel la parole pour qu'il puisse nous en parler. Merci, Ron. Je vais maintenant faire un bref portrait de l'écosystème du marché des capitaux, qui est encore très organique, mais duquel on perçoit une certaine stabilisation avec le déconfinement graduel et le retour à une nouvelle normalité. Premièrement, les mesures des 2 paliers gouvernementaux évoluent encore aujourd'hui d'une manière quasi quotidienne. Hier, de nouveaux crédits pour la moyenne et grande entreprise ont été annoncés. En date du 6 avril, j'avais dressé avec mes collègues du département de fiscalité le portrait des programmes fédéraux et provinciaux qui se segmentent en 3, soit les programmes de subvention, des prêts et garanties de prêts, et finalement, les allègements et reports. Je vous invite donc à revoir ce webinaire et à nous faire parvenir vos questions. Comme le mentionnait Hugo, il nous fera plaisir de vous rediriger vers notre cellule BDO où une équipe d'experts pourra vous supporter adéquatement. Une chose est certaine est qu'une bonne majorité de PME ont des besoins de subventions et non de prêts ou de report de prêts considérant leur diminution de revenus. Au niveau des prêteurs commerciaux, ils appuient leur clientèle actuelle et tentent d'acheter du temps pour absorber l'évolution de la situation. Comme la grande majorité de la population, les prêteurs veulent obtenir une vision claire sur les prochains mois et prévoir quand la situation se résorbera quasi complètement, soit à l'automne, même au premier trimestre de 2021. Pour les nouveaux prêts et le déploiement d'équité, les banquiers et investisseurs sont très sélectifs, d'autant plus que tout comme les indices boursiers, l'ensemble des secteurs ont aujourd'hui des évaluations à la baisse, allant d'une correction du haut de la mi-février de près de 8% pour la consommation de première nécessité versus une correction de près de 25% pour les secteurs industriels et financiers. De retour à Ron pour nous parler de la gestion des parties prenantes. Merci Emmanuel. Alors je reviens un peu sur certaines des parties prenantes que je n'ai pas nécessairement abordées précédemment. Évidemment, dans les entreprises, certaines entreprises auront un conseil d'administration. Évidemment que la communication doit être constante avec les gens sur le conseil. Ils doivent être avisés du plan d'affaires, ils doivent y adhérer, ils doivent l'adopter et ils peuvent assurément être de bons conseils pour l'entreprise grâce à leur expérience.
Les hauts dirigeants, évidemment, doivent être impliqués dans le processus, doivent être rassurés et doivent absolument participer à la relance de l'entreprise et à la reprise graduelle des activités, surtout si ces activités-là ont été recentrées et que maintenant, il y a de nouvelles lignes de services et de nouveaux produits qui sont offerts. Le soutien auprès de ces gens-là est important. J'ai fait référence tout à l'heure au fait qu'il faut communiquer le message. Les stratégies de communication, comme je vous disais, varient selon l'intervenant. Adaptez votre discours. C'est essentiel. On ne peut pas parler à nos employés de la même façon qu'on parle à notre banquier ou à nos clients. Pensez-y et ayez des messages spécifiques adaptés à ces parties prenantes différentes-là. Impliquez-les dans le processus. Accompagnez-les. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas être dites. On n'entrera pas dans une discussion sur le cash flow de notre entreprise avec nos clients, ça va de soi. Je ne pense pas non plus que c'est de l'information qui doit être communiquée à l'ensemble des employés. Il faut par contre être rassurant. Évitez de fournir le même type d'information. Évitez d'inonder votre prêteur de plans d'affaires sur 5 ans, de stratégies de communication, de stratégie marketing. En cette période-ci, c'est les liquidités et la santé financière de votre entreprise qui intéressent vos prêteurs. Le plan que vous allez préparer, c'est le meilleur outil. Il va être essentiel pour tout le monde, il doit être présenté à tout le monde. Et comme je disais auparavant, n'hésitez pas que lorsqu'il y a des ajustements, communiquer cette information-là pour qu'elle soit transmise, pour que toutes les parties prenantes sachent que vous êtes en contrôle de votre entreprise. Et ça vise l'ensemble des employés de la direction. Et évidemment que ça vise les autres intervenants extérieurs. Ils veulent sentir que vous êtes en contrôle. Vous allez de cette façon-là les rassurer et c'est en communiquant que vous allez le faire. Ayez un plan d'action clair, exécutez-le, mais n'ayez pas peur de vous adapter aux circonstances et de communiquer cette information-là. Essentiellement, c'est le message que je voulais vous parler et dont je voulais vous parler. Et je vais maintenant retourner à Bernard pour la suite. En fait, Ron, je suis de retour. Merci. Désolé, Emmanuel. Aucun problème. Au niveau de la structure du capital et de la pondération dette versus équité, la diapositive dresse le portrait de ce qui est le plus impliquant ou intrusif par rapport au quotidien de l'organisation et de l'obtention de capitaux. On peut résumer cet enjeu en nous posant différentes questions sur la capitalisation de notre entreprise. Avons-nous généré de l'équité au cours des années fastes du dernier cycle haussier économique? Combien de crédits assurables est disponible au bilan? Est-ce que mes équipements et bâtisses sont libres de dette? Pour bien aligner les intérêts et s'il y a un manque d'équité, les prêteurs vont regarder du côté de votre bilan personnel et vont demander des cautions personnelles telles que sur vos actifs immobiliers. C'est ici que la modélisation d'affaires entre en jeu. Les prêteurs ou investisseurs viendront tester votre modèle d'affaires pour en valider la robustesse. En somme, comme vient de mentionner Ron, la bonne communication avec les prêteurs actuels va assurer l'obtention et la qualification de différents prêts et subventions des gouvernements. Vous devez avoir une vision proactive avec votre banquier et, si vous pouvez vous le permettre, procéder à une injection d'équité pour aligner les intérêts avec un nouveau prêt ou un nouvel actionnaire. La différence avec la crise de 2008 est le niveau de capitalisation des banques canadiennes qui est exemplaire. Effectivement, les capitaux ne sont pas déficients, mais les prêteurs sont sélectifs. Ils déploient leur capital
pour les entreprises avec de bons fondamentaux. Bien que le taux de la Banque du Canada a eu 2 subséquentes baisses en mars et avril et que le taux directeur est actuellement à 0,25 %, ces baisses successives ne se transmettent pas directement au nouveau prêt. À cheval entre le prêt et l'équité, il se trouve une panoplie de prêteurs sur actifs, comme le mentionnait Hugo, une margination ou de la quasi-équité avec des prêts convertibles et des prêts cash flow. Le revers de la médaille avec des prêts conventionnels, c'est que le coût est relativement élevé de ces prêts alternatifs. Ultimement, je reviens au concept de la gestion de risque. Suivant votre planification stratégique, l'option de recentrer vos activités sur ce qui est le cœur de votre entreprise permettra d'alléger votre bilan en vous départissant de certains actifs ou en procédant à une cession d'un secteur d'activité non porteur. Cet allègement vous permettra de dégager des liquidités et ainsi préserver une entreprise maintenant agile et flexible. Je cède maintenant la parole à Bernard qui résumera nos différentes interventions et conclura sur les actions à prendre. À toi, Bernard. Oui, donc pour récapituler, la clé du succès pourrait être résumée comme suit. Réaliser une évaluation stratégique des activités est essentiel pour se préparer adéquatement. Avoir des liquidités nous donne du temps. La gestion des parties prenantes et du capital humain doit être soigneusement exécutée. Et les options stratégiques réalistes et à jour doivent être évaluées. Ce n'est pas le temps d'improviser. Nous allons donc passer à la section des questions. Donc, je vous rappelle que pour poser vos questions, allez simplement en haut à droite de votre écran dans l'icône Q&A, puis sélectionnez, bien important, sélectionnez All Panelists pour que tous les présentateurs puissent voir vos questions. Donc, on va commencer avec la première question qu'on a ici. Donc, ça va comme suit. Si je n'ai pas l'impression que mon entreprise pourra survivre à cette crise, que me conseillez-vous de faire maintenant, advenant que je dois fermer mon entreprise? Quels sont mes risques et expositions personnelles? Peut-être une question pour Hugo et ou Ron. Oui, Bernard, merci. Effectivement, on reçoit souvent cette question-là dans les dossiers plus problématiques. Je vous dirais, c'est sûr qu'il faudrait qu'on puisse se rencontrer pour pouvoir évaluer votre situation. Est-ce qu'il y a un plan de sauvetage qui est envisageable ou non? On est peut-être un peu plus familier, donc première étape à faire. Si jamais on se rend compte que c'est pas le cas, ou vous avez déjà décidé de lancer la serviette, écoutez, il y a des façons de faire les choses. Si jamais vous avez de l'inventaire périssable, des choses comme ça, c'est le temps de tourner en argent. Il faut aviser les employés, il faut aviser vos prêteurs. Il y a des façons de faire les choses. Donc, c'est possible de le faire. Et il y a aussi des impacts sur vous personnellement. Vous avez des responsabilités en tant qu'administrateur. Mon collègue Ron, qui est peut-être plus familier avec la faillite des consommateurs, peut peut-être parler un peu plus de ça. Oui, tout à fait, Hugo. En fait, et pour ajouter sur ce que tu disais, je pense qu'une chose à retenir aussi, c'est il n'est jamais trop tôt pour consulter dans ce genre de situation-là. Plus vous allez discuter avec nous à l'avance, plus il y aura sans doute d'options disponibles. Mais si vous êtes rendu près de la fin et que vous ne voyez vraiment pas comment vous allez vous en sortir, et on ne vous le souhaite évidemment pas, je vous dirais que oui, c'est important et surtout le propriétaire exploitant ou les petites et moyennes entreprises souvent se sont engagés personnellement vis-à-vis des institutions financières, ont des responsabilités statutaires au niveau des dettes fiscales. Et c'est toutes des choses où ça mérite une rencontre pour vous aiguiller sur, disons, la liquidation potentiellement ordonnée de l'entreprise et qui va par le fait même diminuer
le risque et les responsabilités pour les administrateurs et actionnaires de la compagnie. Parfait. Donc, une autre question ici. Si j'ai un projet porteur avec produits reliés à la COVID et besoin de financement, mais les prêteurs ne semblent pas très chauds à prêter pour de nouveaux projets, y a-t-il d'autres options? Donc, peut-être Emmanuel? Très bonne question, Bernard. Comme j'en ai fait mention, deux choses là. Il y a beaucoup de compagnies, Hugo l'a adressé également, qui sont recentrées vers de la production d'équipements pour appuyer notre personnel médical. On pense à Bauer, même Tristan font des visières. J'ai parlé de Quartz & Co. Donc, on revient un peu au concept d'équité. Donc, est-ce que votre entreprise est bien assise? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle a un historique? Vos actionnaires, est-ce que ça fait un historique, en fait, là, de réussite? Si l'entreprise, c'est une nouvelle ligne d'affaires, alors évidemment que le financement va être beaucoup plus facile à obtenir. Versus, puis on en voit des opportunistes, mais en fait, il faut être opportuniste en affaires, mais des gens qui dressent des startups et qui, du jour au lendemain, se font promettre ou regardent pour avoir des bons de commande avec le ministère de la Santé ou même le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, c'est des startups qui ont des plans d'affaires sur papier et qui recherchent à se faire financer par leurs bons de commande. Je ne dis pas que des bons de commande, ça ne se finance pas, mais des startups dans un nouveau modèle d'affaires, ça peut être plus difficile. Et puis, dans ce cas-là, les cautions personnelles pour aller chercher de l'équité doivent être prises en considération. Donc, deux choses. Une, si l'entreprise, c'est un produit, entre guillemets, accessoire et qui recherche des financements, les capitaux sont présents, mais au niveau des startups, ça risque d'être plus difficile. Voilà. Merci, Bernard. Donc, merci, Emmanuel. Je voudrais juste peut-être rajouter sur ce que tu viens de mentionner, Emmanuel, puis de façon générale, je pense que c'est important de mentionner aussi que en cette période, disons, changeante et très, très anormale, il y a des nouveaux types de prêts, des nouveaux prêteurs qui vont émerger dans le marché qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Comme par exemple, un exemple très concret, un prêteur, pas un prêteur, en fait, un investisseur d'équité bien connu au Québec qui typiquement va faire des prises de contrôle majoritaires dans des entreprises québécoises établies ou en technologie comme Novacap. Novacap, donc, est très connu à ce niveau-là, mais dernièrement, vu la situation actuelle avec la COVID, ont décidé de aussi offrir un nouveau produit de prêt à des entreprises qui, par exemple, pourraient avoir certains écarts au niveau du cash flow pendant les prochains mois ou le prochain trimestre ou quelque chose du genre, et qu'il y aurait juste besoin d'un apport de capitaux temporaires. Et Novacap est prêt à sauter là-dessus et à venir aider certaines entreprises. Évidemment, ils ont certainement des critères qui doivent être respectés, mais quand même, c'est important de savoir qu'il y a d'autres options qui s'offrent dans le marché qui sont nouvelles. Donc, je pense que ça vaut la peine de mentionner que vous devez vous informer auprès de gens qui s'y connaissent en la matière. Donc, peut-être aussi, une autre question que je vois ici, on parle de la recherche et du développement. On demande si le gouvernement fédéral est toujours aussi actif au niveau des crédits R&D pour avoir des avances de paiement à cet effet-là, ou ils sont très, très, très focus sur tout ce qui est l'aide aux entreprises reliées à la COVID. Je ne sais pas qui dans l'équipe voudrait peut-être parler de ça. Peut-être Hugo, est-ce que tu aurais une idée, ou Ron, par rapport au crédit R&D?
Bernard, je dirais que c'est trop récent. Pour ça, on n'a pas eu de cas encore, comme je te dis. Les gens nous appellent des fois pour des informations, mais les gens sont quand même en attente versus ce qu'ils vont faire. Donc, on n'a pas pu malheureusement avoir de feeling, de sense, de savoir ce qu'ils font avec les retours de rédac actuellement. Puis au niveau de ce que je peux ajouter, c'est qu'au niveau du traitement fiscal que le fédéral fait en ce moment, c'est extrêmement au ralenti. Ils accumulent beaucoup de retard, on le voit dans nos dossiers de notre côté. Alors, c'est un peu difficile effectivement de savoir s'ils sont capables de se concentrer et de faire ce qu'il y a à faire, ce qui pourrait insécuriser, entre autres, certains prêteurs qui prêteraient sur les crédits R&D à venir. Ce serait mon point de vue à moi. Et Bernard, si tu te permets, je vois qu'il y a une question, je dirais, ou commentaire qui m'est adressé, qui me permettrait peut-être de revenir sur quelque chose dont j'ai discuté, si tu le permets. Oui, absolument. Vas-y, Ron. Bon, ben alors, en fait, le commentaire, c'est un peu à l'effet pour dire que la personne ne pense pas qu'on devrait être aussi sélectif sur l'information qu'on transmet aux parties prenantes et que, à son avis, ne devrait pas être différent par rapport aux parties prenantes et que ce soit le même message qui soit livré à tous. En fait, si je peux préciser, je suis pas en désaccord avec ce commentaire-là. Ce que je sous-entends, c'est que parfois, on donne trop d'informations parce qu'on veut viser l'ensemble des parties prenantes, alors que si on cible le message par rapport à tel type d'intervenant, alors quand on distingue le client, le fournisseur et les employés. Donc, évidemment qu'on ne donnera pas des messages contraires. Si j'ai pu laisser entendre ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais l'adapter à la personne à qui on s'adresse. Il y a des choses qui vont juste venir brouiller le message, mais qui sont pertinents pour certaines parties prenantes et à l'inverse, moins pour d'autres. Alors, je ne sais pas si j'ai adressé le commentaire, mais c'est ce que je voulais préciser à ce sujet-là. Merci, Ron. Je trouve ça très, très clair. Merci de la clarification à ce niveau-là. Une autre question qu'on a ici, je pense qu'on y a répondu dans la présentation, mais je vais quand même la prendre. Je voudrais fermer des magasins et me libérer de certains baux. Quelles sont mes options? Donc, on va commencer peut-être par Hugo. Oui, merci Bernard. Non, effectivement, j'en ai parlé un peu dans la présentation. C'est sûr que ça va être le sujet de l'heure ou dans le domaine du détail, entre autres. Il y a beaucoup de gens qui ont trop de magasins ou qui se rendent compte que, bon, les gens achètent beaucoup en ligne, donc c'est plus nécessairement nécessaire d'avoir des grandes surfaces où le 2 mètres de distanciation va faire que les gens vont moins magasiner. Comme je mentionnais, un bail, malheureusement, c'est un contrat. Donc, vous devez le respecter. C'est possible de prendre des ententes avec vos locataires s'ils sont prêts à négocier. S'ils ne le sont pas, il faudra avoir le statut d'entreprise. Si jamais elle est insolvable, la loi sur la faillite vous permet, dans un cas quand on appelle ça, se mettre sur la protection de la loi, faire un avis d'intention, une proposition à ses créanciers. C'est possible, la loi le prévoit, de canceller des contrats qui ne sont pas avantageux pour l'entreprise, incluant des baux. Donc, c'est juste de venir nous voir à ce moment-là, mais c'est la façon que je le vois. Ron, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ben, tout simplement, un petit complément d'information, c'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir ouverture à la loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, il faut être dans une situation d'insolvabilité où que, évidemment, la continuité des opérations avec un bail ou des baux font en sorte que l'entreprise ne pourra pas ressortir d'un plan de restructuration et demeurer actif et que ça assurerait la fin de l'entreprise. Donc, c'est important de consulter en amont autant que possible et d'analyser. Nous avons fait des dossiers au cours des dernières années dans le commerce de détail, entre autres, où on a choisi de fermer même plus de 50% des magasins pour assurer la survie d'une entreprise. C'est des choses qui méritent d'être considérées. Merci à vous deux. Puis j'aimerais juste peut-être rajouter quelque chose de général par rapport à ce point-là sur les baux particulièrement, mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres types de contrats qu'on pourrait avoir en tant qu'entreprise. Oubliez jamais que quand on brise les règles du contrat, comme par exemple on ne paie pas en temps notre loyer, puis même si par exemple notre locataire nous permet de ne pas le payer
pendant quelques mois, donc ils nous tolèrent dans ce bris de contrat-là. Souvent, ils ne vont pas octroyer un waiver comme tel du contrat ou de la clause du contrat. Donc ça veut dire qu'on est en bris de contrat, même s'ils nous laissent aller, puis que le jour où il décide d'exercer ses droits sur le contrat, il peut le faire. Donc, il faut juste se rappeler toujours que quand il nous laisse aller, ça ne veut pas dire qu'il nous a donné un waiver. Puis ensuite de ça, il peut se servir de ça s'il veut exercer des droits par rapport au bris de contrat. Donc, juste quelque chose en général, je pense qui est bien de se souvenir dans le contexte actuel. Peut-être une autre question aussi que je vois ici, c'est quoi les perspectives dans le domaine événementiel? Ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas si peut-être Emmanuel aurait peut-être des idées par rapport à ça, mais c'est clair que l'événementiel vient de prendre toute une claque, comme on pourrait dire. C'est sûr qu'il y en a qui vont pas nécessairement se redéfinir, mais ils vont ajouter peut-être des options. On entend parler de plus en plus au lieu d'avoir des concerts live, on entend parler de plus en plus des plateformes numériques qui permettent une certaine interaction puis qui permettent un certain visuel et un échange intéressant pour donner l'impression aux gens qui sont, par exemple, dans des concerts. Donc, ça peut être une avenue que certains groupes pourraient prendre. Ce qu'on voit aussi dans le marché, on voit Québécois qui a de l'appétit pour un Cirque du Soleil, par exemple. Évidemment, eux, Québécois, ils ont peut-être des outils de distribution de contenu que le Cirque du Soleil n'a pas présentement. Donc, ils peuvent se servir de ce contenu-là et peut-être le distribuer différemment dans des différentes plateformes qu'ils ont. Donc, pour optimiser un peu la monétisation, si on veut, de ce contenu-là et aller chercher d'autres avenues de revenus que simplement l'événementiel en personne. Donc, je pense que l'événementiel en personne est évidemment appelé à continuer à changer. Ce serait surprenant que dans les prochains mois et même peut-être dans la prochaine année, que ça redevienne comme c'était avant, où est-ce qu'on pouvait impacter des gens dans des salles et ce genre de choses-là et faire des gros événements avec beaucoup de gens très, très collés. Donc, si on réduit les capacités, on réduit souvent la profitabilité des événements. Donc, il faut penser, je pense, à des alternatives. Puis, les deux exemples que je viens de donner sont peut-être des alternatives à considérer. Peut-être qu'Emmanuel aurait quelque chose à dire pour complémenter. Oui, Bernard. En fait, l'événementiel à un niveau, si je prends un exemple, est-ce que j'ai envie d'aller à Oshéaga cet été et puis de côtoyer une vingtaine de personnes à un rayon d'un bras de distance, même si je suis protégé par un masque, une visière et des gants? Pas nécessairement. La même chose pour un festival comme Burning Man aux États-Unis. Là, c'est se rendre à cet endroit-là. Le concept de l'aviation qui était d'avoir des vols, donc maximiser l'espace des gens sur un vol et puis de minimiser où est-ce que l'avion se pose 45 minutes et encore une fois bonder l'avion. Ça aussi, ça va être redéfini. Donc, je pense que l'avenue d'avoir des événements virtuels, je pense que les conférences, ça prête bien à avoir des différentes salles, un peu comme rentrer dans un air de Zoom avec une plus petite salle selon nos différentes préférences. Là, peut-être qu'il y aura des espèces de conventions, mais plus sur le web. Ça, c'est de un. De deux, les équipes sportives, ils devront s'adapter parce que l'aspect événementiel, on parle aussi d'équipes sportives et de stades. Donc, eux ont la chance d'avoir de pouvoir télédiffuser des événements live. Donc, les recettes pourront être capturées sans véritablement ouvrir les stades. Donc, oui, le domaine événementiel,
je pourrais dire de l'hospitalité et puis au niveau que ce soit des hôtels et de la restauration. C'est des pièces qui bougent actuellement, mais qui devraient essentiellement s'adapter. Donc, s'adapter, c'est le grand mot. Voilà mon commentaire. Bernard, je rajouterais peut-être juste une dernière chose, si tu permets, à ce sujet-là. Je pense que le domaine événementiel étant évidemment assez vaste, on peut néanmoins, et ton exemple de Québécois est un gros exemple, mais je pense qu'on peut, j'oserais presque dire malheureusement, peut-être s'attendre à une certaine consolidation dans l'industrie encore, puisque il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine de l'événementiel. Et c'est certain qu'il y en a, que ce soit de la conception jusqu'à évidemment la performance. Je m'attends à ce qu'il y ait une certaine consolidation dans l'industrie. Et je serais étonné du contraire. Et malheureusement, il va y avoir aussi une épuration qui va se faire compte tenu de l'abondance de joueurs dans ce marché. Absolument, Ron, bon point. Puis peut-être juste une dernière note sur cette question-là, pour simplement dire que si il y a des événements de groupe qui continuent à se faire, puis ça va arriver avec moins de monde, où est-ce qu'on entasse beaucoup moins de gens dans des espaces, ben si ça arrive, ben c'est clair que aussi les billets ou les tarifs pour les événements live ou en personne vont évidemment augmenter. Donc, ça va créer une certaine rareté par rapport à ça et ça va changer peut-être un peu la face du marché final pour ce genre d'événement-là. Donc, écoutez, on est rendu pas mal à la fin de la présentation. Là, je veux remercier évidemment les gens pour leurs questions. C'est très intéressant et on apprécie beaucoup. Donc, merci d'avoir assisté aujourd'hui à ce webinaire. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le portail COVID-19 de BDO. Nous allons maintenant nous déconnecter. Donc, à la prochaine et merci.